président de la République, Faure Issozimna Gnassingbé, est attendu ce lundi à Addis Abeba, en Éthiopie, pour une visite d'État de 3 jours. Il s'agit de la première visite de cette nature du chef de l'État dans ce pays frère depuis la signature de l'accord bilatéral de coopération le 1er février 2011. Demain lundi sera célébrée la journée mondiale de l'habitat autour du thème « Le logement d'abord ». Les Nations Unies demandent à ce que des logements soient fournis à des prix abordables pour tous dans les villes et les zones urbaines. Les efforts du gouvernement togolais pour atteindre cet objectif dans ce journal. Et nous allons pour finir découvrir un album de 9 titres d'un groupe d'artistes togolais de la chanson, le collectif Jeunes Vaillants pour un Togo propre qui veut inciter la population à adopter des comportements civiques et citoyens, surtout côté salubrité, à quelques jours du sommet de l'Union africaine sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique que notre pays, le Togo, s'honore d'abriter du 10 au 15 octobre 2016. Voilà pour les titres du 20h de ce dimanche. Bonsoir à toutes et à tous. Le chef de l'État, Faure Issozimna Gnassingbé, est attendu ce lundi à Addis Abeba, en Éthiopie, pour une visite d'État de 3 jours. Il s'agit de la première visite de cette nature du président Faure Gnassingbé dans ce pays frère depuis la signature de l'accord bilatéral de coopération le 1er février 2011. Le chef de l'État togolais aura des entretiens avec son homologue éthiopien Mulatu Teshome ainsi qu'avec Haïlé Mariam Desalegn, Premier ministre, chef de l'exécutif. Les activités à l'agenda de ce déplacement comprennent notamment la signature d'accords bilatéraux, des visites de sites industriels et l'inauguration officielle d'une ligne ferroviaire régionale. Nous y reviendrons. Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire et promouvoir une agriculture durable, c'est l'essentiel de la politique agricole mise en place par le gouvernement togolais. Et depuis 5 ans, le Togo s'est résolument engagé dans ce chantier, bien évidemment avec le PADAT, projet d'appui au développement agricole au Togo, un volet du programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire PNIASA. 5 ans après donc, les acquis de ce projet se capitalisent avec des impacts réels. Le projet d'appui au développement agricole au Togo, 5 ans après, c'est un dossier de Pierre Soussoupo. Tabindé, lors d'une journée communautaire, chaque membre de la coopérative du village apporte sa part de contribution conformément aux règlements de leur propre organisation. De ce complexe égreneuse, plusieurs tonnes de grains de céréales y sont déjà passées, facilitant ainsi à chaque saison la vie aux producteurs. PADAT nous a offert la machine en 2014 et on a commencé à travailler et ça nous a vraiment rapporté de l'argent. Et à cet argent même, on a pris ça pour acheter l'engrais au membre. L'engrais là nous a bien servi et chaque membre doit amener un sac de maïs à chaque fin de l'année. Et ça, on a fait vente groupée et on revend. Et cette année, on a vendu ça à 500 et quelques mille. On a encore acheté l'engrais aux membres encore. À partir de cela, qu'on a pu évoluer à encore acheter un autre instrument comme une machine de transformation de soja. C'est à partir de cela qu'on a évolué et on fait prêt aux membres, au moins 30 000, 40 000 aux membres pour un intérêt de 5%. Le paysan de Tabindé est très très fier de PADAT. Cette organisation paysanne a eu le soutien du projet d'appui au développement agricole au Togo. Et depuis l'avènement de ce outil dans leur coopérative, hommes et femmes d'ici assistent à une sorte de révolution dans leurs habitudes. Les paysans ont réussi à s'octroyer de microcrédits à travers leur coopérative pour mieux faire face à leurs besoins. J'ai fait les prêts, j'ai acheté l'arachide décortiqué et je
j'amène au marché pour vendre. Ça m'a aidé beaucoup. À la rentrée, nous amenons facilement les enfants à l'école. Maintenant, même si on est tombé malade, nous irons à l'hôpital facilement. Régulièrement, ils se réunissent pour évaluer leurs actions. En l'espace de 3 ans déjà, l'initiative a relevé beaucoup de défis dans ce village situé à 17 km de la ville de Sotoubois. Le montant que nous prêtons, autour de 50 à 60 000 au maximum. À chaque moment, si elles prennent cette somme, directement, elles nous disent ce qu'elles font avec cette somme-là avant de les prêter. Quand PADAT est créé, on s'est évolué et on s'est dit qu'avec cette somme-là, on peut faire petit à petit pour se prêter l'argent là pour au moins faciliter au moins nos tâches. Les femmes qui prêtent l'argent là aujourd'hui, si tu arrives chez elles, vraiment, elles ont au moins quelque chose de valable dans leur maison. L'objectif étant de sortir progressivement le monde paysan de l'extrême pauvreté en l'accompagnant dans la création de ces activités génératrices de revenus, quitte à le rendre autonome financièrement. Et cet appui, beaucoup d'autres organisations paysannes l'ont reçu. Chikawa, dans la Kara. Sur ce site, des magasins, mais aussi une unité de transformation. Les principales cultures d'ici restent le manioc et les céréales. De la production à la commercialisation en passant par la transformation, toutes les techniques leur ont été enseignées et les moyens mis à leur disposition. Et les résultats sont encore palpables. PADAT est arrivé avec notre demande. Ils ont su que vraiment on a besoin d'un magasin de ce genre. Nous avons eu ce magasin de 250 tonnes. Vraiment, c'est salutaire. Vous voyez les engrais qu'on vient de faire entrer. Il fallait aller faire plus de 5 km, 6 km ou 8 km avant de chercher les intrants. 460 organisations paysannes ont bénéficié de ces infrastructures. Au cours de la campagne agricole 2015-2016, ceux-ci ont pu réaliser une marge bénéficiaire de plus de 25 millions de francs CFA. Ce qui les consolide davantage dans leur entreprise, comme ici sur ce site de Pélichouchou, où les producteurs de riz expriment leur confiance en la terre nourricière. PADAT nous a offert des motoculteurs, des batteuses vanneuses, un magasin de 115 tonnes, des formations sur la gestion des équipements et des infrastructures. Et après tout, il nous a encore donné une décortiqueuse. Et nous disons qu'après, avec notre activité là, nous devons éradiquer petit à petit la pauvreté. Parce que c'est à base de ça qu'on nourrit la famille. Il y a les frais scolaires, il y a la santé aussi. C'est à base de ça. Tout ce que l'État nous a offert nous aide à promouvoir, même à étendre les superficies que nous cultivons. Plus de 38 milliards de francs CFA ont permis au gouvernement togolais de parvenir à ces résultats avec des impacts réels. Bien évidemment, avec l'appui technique et financier de ses partenaires à l'instar du FIDA, le terrain est donc bien préparé pour amener les paysans à des initiatives entrepreneuriales réussies. Comment évaluer les dommages, pertes et besoins de relèvement et de reconstruction post-catastrophe? La question était au cœur d'une rencontre tenue à Lomé. Des recommandations ont été faites à l'issue des travaux visant à renforcer les capacités des différents acteurs à intervenir en cas de catastrophe. Clarisse Aticlé. Les acteurs impliqués dans la gestion des catastrophes sont parvenus à se doter de moyens et outils nécessaires pour intervenir en cas de sinistre. C'est le résultat de cette session de formation appelée à définir de meilleures pistes d'intervention en cas de catastrophe. Lorsque la catastrophe survient, ce n'est pas en ce moment-là qu'il faut maintenant chercher ceux-là qui doivent aller sur le terrain pour évaluer tout ce qui a été perdu, tout ce qui a été endommagé et aussi les pertes. Je crois que c'est un noyau qui est en train d'être mis en place pour pouvoir aider le gouvernement
au cas où des catastrophes vont survenir. Spécifiquement ici, ils sont formés sur l'évaluation des dommages, pertes et besoins de relèvement et de reconstruction post-catastrophe. Ils sont à même de réaliser une analyse socio-économique basée sur les données. Les noyaux d'experts nationaux formés sont au total 150 répartis sur l'ensemble du territoire. Le projet CORAF en charge des investigations pour un développement agricole harmonieux en Afrique de l'Ouest et du Centre a publié les résultats de ses recherches. Selon ce projet, des pratiques agricoles jugées anormales sont encore de mise chez certains agriculteurs, notamment dans les milieux périurbains, avec des incidences négatives sur la santé humaine, animale et environnementale. Il s'agit de l'utilisation des déchets urbains non traités, des pratiques à risque qu'il faut abandonner. Comme Poyode. Selon ces études réalisées sur une période de 3 ans, l'utilisation des déchets non traités, notamment en milieu périurbain pour servir d'intrants agricoles, surtout dans le domaine de la culture maraîchère, demeure une pratique dangereuse. Ces déchets urbains sont porteurs de micro-organismes profondément nuisibles à la santé humaine, animale et environnementale, ont laissé entendre les responsables du projet CORAF Togo dans leur mission de recherche pour un développement agricole durable. La drèche que les usines agroalimentaires exploitent est déversée sur des terrains cultivés par les groupements d'agriculteurs et de marchés. Il y a également les déchets urbains qui sont directement déversés sur les champs cultivés. Et nous avons effectué des analyses de ces sols et même des produits issus de ces zones à risque, et il en ressort des constats préoccupants. Il s'agit notamment des produits crus issus de cette pratique agricole qui renferment des agents pathogènes, une pratique à proscrire selon les résultats de l'étude qui préconise surtout l'utilisation du compost. Le cas du compostage, nous nous sommes transportés sur le site. C'est devant eux que nous avons élaboré le compost. C'est devant eux que nous avons exécuté l'utilisation du compost, aussi bien dans le cas de maraîchage sur les planches, mais également pour ceux qui cultivent les grandes surfaces comme le maïs. Il va donc falloir mener des campagnes de sensibilisation à l'endroit des associations et groupements agricoles dans ces milieux. Déjà, près de 190 personnes bénéficient des connaissances sur ces bonnes pratiques agricoles. Le processus de modernisation au niveau de l'enseignement supérieur est en cours. Les enseignants-chercheurs de l'Université de Lomé ont été outillés dans ce sens sur la pédagogie universitaire pour accomplir avec compétence et efficacité leur mission, surtout à l'heure de l'émergence des technologies de l'information et de la communication. Clarisse Aticle. Sur les enseignants-chercheurs, les universités publiques du Togo sont de plus en plus tournées vers l'innovation et l'excellence. Sur initiative de la présidence de l'Université de Lomé, les jeunes enseignants, chercheurs et les assistants s'approprient ici la pédagogie universitaire, un ensemble d'éléments indispensables permettant aux enseignants de former des diplômés compétents et compétitifs sur le marché de l'emploi. Il ne s'agit pas d'avoir un doctorat pour savoir enseigner. D'accord, c'est un métier, il faut également le dérouler. C'est pour ça que nous devons aujourd'hui nous mettre en norme par rapport à la nouvelle donne. Aujourd'hui, nous sommes accusés d'être à travers que ce que nous donnons n'est pas adéquat avec l'emploi du marché. Donc, vous voyez, donc ça veut dire que tout ça, ça rentre dans la pédagogie. Et aussi, quand je viens pour enseigner mon cours, il faut que l'étudiant sache déjà où il va, quel est le profil, quelle est la sortie, qu'est-ce qu'il va faire avec mon cours. C'est ça, la pédagogie. La session dure 5 jours et fait suite à celle de Kara, conformément à la nouvelle vision de la formation et de la recherche dans les universités publiques, surtout à l'ère du numérique. Il est donc primordial que la qualité de l'enseignement soit améliorée et les autorités togolaises y tiennent. Les outils, les méthodes ont beaucoup évolué. Et notamment, nous sommes aujourd'hui à l'ère du numérique avec des outils pédagogiques qui révolutionnent
l'enseignement universitaire dans leur ensemble. Et de ce point de vue, la formation est une nécessité parce qu'il faut se mettre à la hauteur des exigences actuelles. C'est bien pour cela que nous saluons la tenue de ces ateliers et que nous les encourageons. Les thématiques couvrent l'ensemble des problématiques de l'enseignement supérieur. L'acteur enseignant, sa relation avec l'étudiant et tous les aspects de l'enseignement à distance par exemple. Donc toutes ces thématiques-là seront développées, relever la qualité de la formation. C'est bien ça l'objectif. C'est l'engagement et la volonté des universités publiques du Togo qui se matérialisent une fois encore. Elles veulent devenir de véritables institutions où l'adéquation formation-emploi est de rigueur. Je vous l'annonçais en titre, c'est demain la journée mondiale de l'habitat. Environ un quart de la population mondiale vit dans des bidonvilles ou des logements de fortune. Les Nations Unies demandent à ce que des logements soient fournis à des prix abordables pour tous dans les villes et les zones urbaines. Au Togo, des efforts sont en train d'être faits pour que les populations pauvres et vulnérables en particulier vivent dans des logements décents. L'essentiel du message du ministre en charge de l'habitat à l'orée de cet événement avec Luc Assi. Vivre dans un logement décent, c'est l'un des défis auxquels font face bon nombre de personnes. Cela est dû à l'accélération rapide de l'urbanisation et de la croissance démographique, augmentant ainsi les besoins en matière d'habitat. Au Togo, le gouvernement a mis en œuvre plusieurs projets pour offrir des logements et habitats acceptables à des coûts abordables à tous dans les villes et zones urbaines. Au rang de ces projets, la construction des logements sociaux dans le quartier Adidogomé à Lomé et la réalisation de la première phase du projet Purise, dont les résultats obtenus sont sans équivoque. Plus de 760 000 habitants de Lomé sont protégés de l'inondation. 25 km de voies urbaines sont assainis et réhabilités. 290 000 ménages ont accès à une énergie électrique fiable. 153 000 personnes supplémentaires ont accès à l'eau potable. L'acquisition de terrains au profit de l'État pour l'implantation des projets, notamment ceux des logements sociaux. Le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de Vie a fait élaborer les outils nécessaires. Il s'agit, entre autres, de la politique nationale de l'habitat et du développement urbain, de l'approbation des schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme des villes et plans d'urbanisme. Ces résultats concordent avec les idéaux promus par les Nations Unies à travers la Journée mondiale de l'habitat célébrée le premier lundi d'octobre de chaque année. Elle donne donc l'occasion aux États de réfléchir sur les méthodes et moyens à mettre en œuvre pour garantir l'accès à un logement adéquat à tous les citoyens en vue de bannir ceux de fortune. Le thème retenu cette année par les Nations Unies, à savoir le logement d'abord, n'est pas anodin. Un logement convenable doit offrir davantage que les 4 murs et le toit. Ainsi, après le projet pilote sur le site d'Adidogomé, un second volet sera entamé avec la construction de 2500 logements sociaux, l'objectif global étant de construire 5000 logements sociaux par an d'ici 2020. Le Togo, à l'instar de la communauté internationale, a mis en évidence le logement dans l'axe 5 de sa stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAP. Cela exige le développement urbain, l'aménagement du territoire et la préservation de l'environnement. Pour renforcer ces acquis, le pays prendra part à la 3e conférence des Nations Unies sur le logement et le développement urbain durable qui se tiendra ce mois-ci en Équateur. Et le Togo dispose désormais d'un guide opérationnel de l'assainissement autonome, un document du ministère de la Santé élaboré avec l'appui technique de l'Union européenne dans le but
d'assister les populations et les ONG dans leurs différents projets de construction de latrines suivant les normes requises. Le contenu a été présenté cette semaine. Sonia Menyekor, Clarisse Atikle. Selon une enquête réalisée, l'accès des populations à l'assainissement de base au Togo s'élève à environ 13% pour le milieu rural et 80% pour le milieu urbain. Ce guide d'assainissement autonome a donc été élaboré par le ministère de la Santé pour justement aider les communautés dans la réalisation de leurs latrines. Il s'agit surtout de mettre fin à la défécation à l'air libre qui souvent est source de maladies. Nous nous sommes rendus compte que beaucoup de nos communautés réalisent des latrines qui ne tiennent pas. Et par conséquent, ils investissent chaque jour pour pouvoir vidanger ces latrines parce qu'ils n'ont pas tenu compte de l'état et comment il faut le réaliser. Nous avons eu à élaborer ce document qu'aujourd'hui, nous voudrions une grande diffusion sur l'ensemble du territoire. L'assainissement autonome concerne les équipements sanitaires non reliés aux égouts et les eaux usées, de même que les excrétas des ménages. Dans l'élaboration de ce guide, le Togo a bénéficié de l'appui technique de l'Union européenne à travers le programme Eau et assainissement des OMD. Le Togo a des objectifs très ambitieux en termes d'amélioration des conditions de santé de ces populations rurales et urbaines et que l'amélioration de l'assainissement pouvait jouer un rôle critique dans la diminution des maladies hydriques et des autres maladies liées au manque de surtout d'assainissement. C'est pour ça que nous avons agréé avec le gouvernement que ceci était une des priorités à poursuivre dans les années à venir. Le contenu du guide est disséminé ici. Il propose des technologies à utiliser pour l'assainissement de base, l'hygiène et la lutte contre l'insalubrité. Le taux de grossesse précoce reste encore élevé au Togo, surtout dans les communautés rurales. La cause, très souvent, c'est le manque de communication entre parents et enfants sur la sexualité. Le gouvernement et ses partenaires mènent actuellement des actions contre ce phénomène avec la mise en place des organisations à base communautaire pour une meilleure communication parents-enfants. Derman Songoy. Comment lutter efficacement contre les grossesses précoces et l'abandon scolaire des filles, surtout dans les communautés? Dans le contexte du projet Promotion des droits des adolescents à la santé sexuelle et génésique au Togo et par rapport à son résultat 3, des organisations à base communautaire sont formées pour une meilleure communication parents-enfants. Et cette formation a pour objectif de renforcer les capacités de ces organisations à base communautaire pour accompagner les jeunes dans la lutte contre les grossesses précoces, la lutte contre les maladies sexuellement transmissibles et la lutte contre les violences et les abus sexuels dans ces communautés. Donc, au sortir de cet atelier, les organisations à base communautaire vont dresser un plan d'action et ils vont continuer la sensibilisation dans les communautés. Nous avons également formé les enseignants sur l'éducation sexuelle complète. Par exemple, ce que l'enfant doit savoir concernant la grossesse, les IST. Tout cela, la communication parent-enfant. J'ai choisi de suivre cette formation pour apprendre l'éducation sexuelle, pour aller partager cette nouvelle à ma communauté, pour que les filles ne tombent plus enceintes et pour qu'elles puissent continuer leurs études. Au-delà de cette formation des organisations à base communautaire, les adolescents eux-mêmes sont formés sur les compétences de vie, l'estime et la confiance en soi. Les encadreurs des adolescents sont aussi formés pour sensibiliser à leur tour leurs pairs. Le projet Promotion des droits des adolescents à la santé sexuelle et génésique au Togo est financé par l'Union européenne et Plan International et mis en œuvre par Plan International en partenariat avec ATBF et l'ONG ADESCO. L'OTR, l'Office togolais des recettes, poursuit ses séances de sensibilisation sur le civisme fiscal. C'est pour amener les contribuables à payer volontairement l'impôt. L'OTR est soutenu dans cette démarche par la BAD, la Banque africaine de développement. L'étape de la région de la Kara avec Nestor Mouzou. La perception des impôts au Togo depuis 2 ans a été confiée à l'OTR. Pour être à la hauteur des attentes, l'Office togolais des recettes a mis en place une stratégie de communication. Il préfère aller vers le contribuable pour discuter avec lui sur les sujets liés à l'impôt. Ainsi, en faisant comprendre au contribuable l'intérêt de payer ses impôts, personne ne viendra lui forcer la main.
Voilà ce qui explique les tournées de sensibilisation que l'OTR organise depuis quelques mois à travers le pays. Ici, c'est une nouvelle étape de la ville de Kara. Quand nous avons besoin d'une route, quand nous avons besoin d'une école, quand nous avons besoin d'un hôpital, ça ne tombera pas du ciel. C'est à partir du paiement de ce que nous devons comme taxes et impôts que l'État arrive à mettre en œuvre ces différents projets. S'il y a un conseil à donner aux contribuables, c'est de leur dire tout simplement qu'aujourd'hui l'administration fiscale n'est plus un gendarme. Nous sommes désormais des partenaires. Lorsque vous êtes en difficulté, lorsque vous avez un petit souci, c'est d'aller vers le service des impôts, c'est d'aller vers le service des douanes, posez votre problème et l'administration saura vous trouver une solution, forcément. Cultiver l'esprit de civisme fiscal auprès des opérateurs économiques et des populations, c'est donc l'objectif des séances de sensibilisation de l'Office togolais des recettes. Le message a été bien perçu par les interlocuteurs de l'OTR à cette séance. Payer l'impôt sert à développer le pays dans le sens des constructions des routes, des écoles, des hôpitaux, même payer aussi les agents de l'État. Donc nous avons appris beaucoup de choses pour cette sensibilisation. Je pense que la sensibilisation est la bienvenue. Les gens pensent que OTR, c'est les gens qui sont là, ils abusent, ils trichent quoi, ils trichent. Mais au fait, avec cette campagne, on a compris que c'est un devoir. Défini comme la contribution du citoyen aux charges de l'État, l'impôt reste un des plus grands moyens d'autofinancement de l'État pour satisfaire les besoins de sa population. Le premier salon sur les énergies renouvelables et l'électricité est ouvert à Lomé. Une quinzaine d'entreprises y participent. 3 jours d'exposition et d'échange d'expériences autour du thème « Contribution du secteur privé au meilleur accès à l'électricité ». Serge Tastom, Nathalie Paneguet. Première édition du Salon international de l'électricité et des énergies renouvelables. Un rendez-vous des professionnels et acteurs du secteur pour un rapprochement de connaissances et de talents afin de répondre aux exigences des conclusions de la COP 21 tenue en France en décembre 2015 sur le climat. C'est un événement qui revêt une importance capitale de par sa contribution à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Nous avons senti un besoin, un manque de communication entre l'information, sensibilisation autour de la thématique qui sont les énergies renouvelables. Il y a beaucoup d'informations qui ne passent pas. La plateforme là, qui est le premier salon, nous pensons que c'est une très belle initiative qui va permettre à ces acteurs-là de se connaître. Placé sous le thème « Contribution du secteur privé au meilleur accès à l'électricité », ce salon se veut une vitrine à travers laquelle les populations peuvent acquérir des connaissances et du matériel solaire. Nous sommes au stand de SolarTech. Je mets en place les produits que j'ai à exposer et mes produits sont plus axés vers la formation. Nous sommes venus avec nos voitures électriques solaires, une première pour l'Afrique en entier. Alors la particularité avec ces voitures, c'est que vous n'allez plus dépenser pour payer du carburant. Le carburant revient à 0 francs pour vous et vous laissez le soleil au fait payer ce carburant-là à votre place. Plusieurs activités vont meubler les 3 jours que va durer ce salon sur les énergies renouvelables, notamment des conférences débats, des travaux en atelier sur la fabrication des maquettes du système solaire. Ce rendez-vous des professionnels du secteur des énergies renouvelables est une initiative de l'Observatoire ouest-africain de l'énergie renouvelable soutenu par la société Béziers France. L'édition 2016 de la foire commerciale des 7 collines, c'est du 16 au 31 décembre prochain. Un rendez-vous du donner et du recevoir. Plusieurs exposants sont attendus à Tapamé pour la circonstance. Les préparatifs ont déjà commencé. Yves Bévivier. Démarrée timidement, la foire commerciale des 7 collines enregistre des avancées depuis sa création en 2014. Après la première édition où 40 exposants ont été reçus, ce carrefour commercial a présenté 50 stands en 2015. Cette 3e édition, qui aura lieu du 16 au 31 décembre 2016,
revoit les objectifs à la hausse. Les innovations qui seront portées à cette troisième foire commerciale, c'est que nous allons augmenter le nombre de stands qui était de 50. Nous allons remonter à 70. Nous allons aussi avoir des partenariats avec les établissements scolaires et faire venir les élèves, et pouvoir expliquer l'importance de la foire, pourquoi venir à la foire, pourquoi une foire. Également, nous aurons un partenariat avec le ministère de la Culture où nous aurons organisé des spectacles où les artistes de renom feront des spectacles inédits. Et je pense que c'est entre autres les innovations que nous apportons à cette troisième édition. Le préfet de Logou, Edo Akako, a, au lancement de cette troisième édition de la foire commerciale des 7 collines et au nom du ministre du Commerce, remercié les différents sponsors qui soutiennent cette vitrine de l'économie de la région des Plateaux. Le Togo va vers son émergence souhaitée par le chef de l'État, précise Edo Akako, et le soutien à cette foire est par ricochet un soutien aux efforts gouvernementaux. Je vous l'annonçais en début de journal, le chef de l'État, Faure Gnassingbé Simbe, est attendu ce lundi à Addis Abeba, en Éthiopie, pour une visite d'État de 3 jours. Il s'agit de la première visite de cette nature du président Faure Gnassingbé dans ce pays frère depuis la signature de l'accord bilatéral de coopération le 1er février 2011. Le chef de l'État togolais aura des entretiens avec son homologue éthiopien, Moulatou Tesfom, ainsi qu'avec Haile Mariam Tessalègne, Premier ministre, chef de l'exécutif. Les activités à l'agenda de ce déplacement comprennent notamment la signature d'accords bilatéraux, des visites de sites industriels et l'inauguration officielle d'une ligne ferroviaire régionale. Le partenariat Togo-Éthiopie, un dossier signé Pierre Sousoupo. C'est la première visite strictement bilatérale de Faure Gnassingbé en Éthiopie. Ce premier déplacement prévu du 3 au 5 octobre 2016 est une visite d'État, la plus haute forme de contact diplomatique, signe de l'excellence des liens entre le Togo et l'Éthiopie et de l'intérêt accordé par les deux parties à cette relation d'amitié et de partenariat mutuellement bénéfique. À l'agenda de cette visite d'État, la signature d'accords bilatéraux, des visites de sites industriels et l'inauguration officielle d'une ligne ferroviaire régionale. En effet, le Togo et l'Éthiopie disposent des domaines d'intérêt mutuel, notamment la sécurité maritime, l'économie bleue et l'intégration. En septembre 2015, en marge de la 70e Assemblée générale des Nations unies, le président de la République a accordé une audience au Premier ministre Haile Mariam Tessalègne. Les entretiens ont essentiellement porté sur les meilleures pratiques pour le désenclavement des pays de l'Interland à partir des ports africains. Tessalègne a apporté à l'attention du chef de l'État l'important projet de chemin de fer Addis Abeba-Djibouti en construction pour optimiser l'accès à la mer et dont le démarrage des activités est prévu pour octobre 2016. Faure Gnassingbé s'est félicité de ce modèle qui s'inscrit dans la thématique du sommet de Lomé sur la sécurité et la sûreté maritime et le développement en Afrique du 10 au 15 octobre prochain. Le port autonome de Lomé accueille des navires de dernière génération, offrant de son côté une porte d'entrée dans le golfe de Guinée et un accès sécurisé à la mer pour les pays enclavés. D'autre part, en matière de transport aérien, Lomé et Addis Abeba se trouvent aux extrémités de la chaîne formée par le partenariat stratégique entre les compagnies Askai et Ethiopian Airlines. Les deux capitales tiennent ainsi une place privilégiée de hub régional pour la desserte aérienne et les services corrélés pour l'Afrique de l'Ouest et de l'Est. L'Éthiopie et le Togo entrevoient une commission mixte de coopération dont la mise sur pied est prévue sous la supervision des ministres des Affaires étrangères respectifs pour examiner les questions bilatérales, échanger sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun et identifier les moyens par lesquels la relation bilatérale peut être davantage renforcée. Aussi, la culture et le tourisme retiennent l'attention des deux pays qui veulent accélérer dans leur intérêt mutuel la coopération dans le domaine du tourisme et coordonner leurs efforts en vue d'exposer leurs réalisations et perspectives dans ce secteur, mais aussi consolider et étendre leur coopération dans le domaine culturel en vue de contribuer à une plus profonde connaissance de leurs traditions et cultures respectives au fin de faciliter l'intégration entre les peuples. Les jours s'égrènent et les choses se précisent pour la tenue du sommet de l'Union africaine sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique que notre pays s'honore d'abriter du 10 au 15 octobre
octobre prochain à Lomé. Tout le monde est mis à contribution pour la réussite de cette rencontre de haut niveau. Les artistes togolais de la chanson jouent eux aussi leur partition avec la sortie d'un album Jeunes Vaillants pour un Togo propre que je vous invite à découvrir dans ce reportage réalisé par Augustin Kossi. Un peu de tempo musical pour appeler la jeunesse togolaise à la salubrité publique. C'est une démarche du collectif Jeunes Vaillants pour un Togo propre. Ces artistes de la musique togolaise ont conjugué leur voix pour cet opus de 9 titres dédiés à la citoyenneté. Nous sommes des vecteurs de messages. Nous sortons l'album pour pouvoir sensibiliser tout un monde, la population togolaise, à mettre au propre son environnement. Parce que pour avoir la santé, il faut vivre dans un environnement sain. La sécurité maritime. De l'implication du citoyen et l'aide de l'État à la salubrité publique, à l'exhortation des usagers de la route à la prévention routière, en passant par la protection des biens publics ou encore le bien fondé des pièces d'identité, les valeurs de la citoyenneté sont bien promues à travers cette compilation. Et comme l'occasion s'y prête bien, la protection de l'espace marin s'invite dans la musique pour inviter les jeunes à jouer leur partition dans la réussite du sommet de Lomé sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique. Le sommet tenu à Lomé nous rassure pour la sécurité maritime. La jeunesse est beaucoup mobilisée en prélude à l'organisation de ce sommet pour mettre les quartiers propres. Et la jeunesse également doit observer des comportements responsables, des comportements civiques à même de préserver une quiétude et une sérénité pour le bon déroulement du sommet. L'association Jeunes Vaillants investit aussi dans le social à travers l'appui aux couches vulnérables et aux personnes en situation de handicap. Elle est créée il y a 2 mois et mène des opérations de salubrité dans les différents quartiers de Lomé tous les samedis. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Retrouvez Prudence Zinsou à 22h30 pour l'édition de nuit. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain à 13h.